7h02. Vous écoutez le 102.3 FM, Radio Centre-Ville, ici à Montréal. C'est le magazine Nos Nouvelles, apporté par Intexto, intexto.ca, qui entre chez vous. On est le mercredi 11 juillet. Bonjour Jean-Étienne Dorsan. Bonjour Jean-Numa et bonjour à tout le monde. Bienvenue à cette nouvelle édition de Nos Nouvelles. On est là pour vous servir. On est également en direct sur Facebook et on sera en différé sur WhatsApp 438-395-1256 pour vos commentaires audio ou texte et nous serons en différé sur YouTube également. Alors, on fera un retour sur le programme de soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme. Qui peut appliquer? Est-ce que les formulaires existent déjà? Comment appliquer? Quel type de projet qu'on peut soumettre? Tout ça, on va vous parler de ça. Oui. Et on vous parlera d'un projet pilote à Victoriaville, initié par le ministère québécois de l'immigration, et pour les nouveaux arrivants, mais surtout des jeunes. On va vous parler de ça également, et les possibilités d'emploi qu'il y a de ce côté-là. Et en Haïti, on parlera, Jean-Étienne... On parlera d'interpellation, encore une fois. C'est confirmé, ils vont... de toute façon, le Premier ministre, c'était déjà en cours. Oui, c'était déjà en cours. Et puis, on va continuer. Et le problème de date se pose. Est-ce que ça sera le 13, ça sera le 14 juillet, vendredi ou samedi prochain? On ne le sait pas. Et puis, tout le monde a lâché Jacques-Guy Lafontaine. Oui, définitivement. L'opinion n'est vraiment pas favorable à Jacques-Guy Lafontaine. Géry Tadieu l'a précisé. Oui, il fait partie du bloc minoritaire à la Chambre des députés. Justement. Et même Clarence Renoir, connu pour sa modération. Là, il est clair que le Premier ministre devrait partir et pour donner place à un gouvernement un petit peu plus large, comme on dit chez nous. C'est ça. Ouais. Et Jovenel Moïse, de son côté, n'arrête pas de rencontrer, que ce soit le secteur des affaires, les partis politiques, la communauté internationale, à la suite de ce qui s'est passé. On aura à écouter éventuellement le porte-parole de la présidence, l'un des 4 porte-paroles. Il en a 4. Malgré tout, il a des problèmes de communication qu'il a lui-même Lucien Jura. Expliqué. On va parler de ça. Et on parlera de la vie qui reprend, les gens qui s'empressent, qui vivent une espèce de psychose de peur. Et quelques supermarchés ont rouvert leurs portes hier et les gens se bousculaient au portillon pour aller acheter des denrées et stocker ça chez eux. Voilà, restez avec nous, mesdames et messieurs. On vous revient dans quelques minutes pour le développement de ces informations et de beaucoup d'autres. Haïti en folie vous invite au défilé Rara Haïti en folie dans les rues de Montréal avec les groupes Rara Soleil et Rara Jazz ce samedi 28 dès 16h. Départ du parc des Compagnons, rue Montréal, les quartiers. Aïe aïe aïe, Rara dans Montréal, vinac drapeau nous, costume nous. Samedi 28 juillet, depuis 4h. Une initiative de Fondation Fabienne Cola. Info, haïtienfolie.com. Fondation Fabienne Cola vous invite au 12e festival Haïti en folie du 25 au 29 juillet avec Dany Laferrière, gastronomie, artisanat, spectacle gratuit d'Emeline Michel, Bitova et Emmanuel Aubin, Fabrice Fouzier, Wesley, défilé Rara, rap créole et plus de 100 artistes. Haïti comme vous ne l'avez encore jamais vu du 25 au 29 juillet au quartier des spectacles, Parc La Fontaine et la Grande Bibliothèque. Info haïtienfolie.com, supporté par Banque TD, Patrimoine canadien, Centre des viandes FK Senza, Magnus Poirier, Ville de Montréal et Rombord-Moncourt. Les temps deviennent de plus en plus difficiles. Dès que possible, vous devez économiser pour de meilleurs lendemains. Unitransfert vous présente la solution Direct Transfert pour les raisons suivantes. Vous êtes certain que votre argent est déposé directement à la Unibank sans passer par des inconnus. Les bénéficiaires ont accès à leurs fonds rapido presto aux succursales de la Unibank, plus grande banque commerciale établie partout en Haïti. Vous recevez une prime, un bonus. Ne les gardez pas avec vous. Pour ne pas tout dépenser, économisez un peu. Faites un direct transfert sur votre compte à la Unibank. Lorsque vous voyagez en Haïti, votre argent vous attendra sans embâche. Donc,
beaucoup moins de casse-tête. Invitez vos parents et amis en Haïti à ouvrir un compte à la Unibank. Il vous sera plus facile de les encourager à économiser. Pour plus d'informations, contactez Unitransfert au 514-852-8648. Unitransfert, nous rapide, nous garantis et puis, moun ba besoin compte affaires. Voilà, il est quelle heure là déjà, Jean-Étienne? C'était 8 minutes. 7h08 minutes. Ah, ça avance assez vite. C'est le magazine de nouvelles sur le 102.3, Radio Centre-Ville, ici à Montréal, apporté par Intexto. Nous sommes également en direct sur Facebook. On vous le disait qu'on allait revenir sur l'annonce, la belle annonce faite par la ministre canadienne du patrimoine, Mélanie Joly, députée de Ahuntsic-Cartierville, en passant, à propos du nouveau programme de soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme. Alors, c'est qui peut appliquer? Comment appliquer? Jusqu'à présent, ce n'est pas très clair. Les formulaires ne sont pas disponibles sur le site du patrimoine canadien. Bon, mais déjà, il y a certains éléments d'information qui sont sur le site, comme à quel genre de projet est-ce que la priorité sera accordée. C'est d'abord des projets qui œuvrent à l'élimination de la discrimination, du racisme et des préjugés, des projets qui offrent aux jeunes des occasions d'engagement communautaire et rassemblent les gens au moyen de l'art, de la culture et du sport. Mais maintenant, qui peut faire une demande? Ce sont les associations ou organismes canadiens à but non lucratif, ce qu'on appelle des OSBL ou OBNL, dépendamment de comment est-ce que vous voulez dire ça. Les institutions canadiennes publiques non fédérales comme les conseils scolaires, les écoles, les collèges et les universités, les chambres de commerce, les organismes d'application de la loi et les services de police, imaginez, les hôpitaux et les autres établissements de soins de santé, les sociétés d'État au sens de la loi sur la gestion des finances publiques, les gouvernements provinciaux, territoriaux, municipaux et régionaux qui présentent une demande en partenariat avec un organisme non gouvernemental et les gouvernements des Premières Nations et des Inuits, les conseils de bande et les organisations connexes. Le secteur privé, les demandes provenant du secteur privé doivent comprendre au moins un organisme sans but lucratif qui fournit un soutien financier ou en nature. C'est quelques précisions qui sont apportées. Puis les documents qu'il faut envoyer, c'est le formulaire de demande évidemment, le formulaire de budget, les documents comme un échéancier du projet et des activités, un plan de diffusion des connaissances, un plan d'évaluation et les plus récents états financiers de l'organisme, les documents démontrant la constitution légale de votre organisation, les règlements administratifs et la constitution en société ou les statuts constitutifs des demandeurs non constitués en société et des lettres d'appui, évidemment, partenaires du projet, le cas échéant. Mais jusqu'à présent, et ce qu'il faut souligner aussi, c'est qu'il n'y a pas de récurrence dans le financement de ces projets-là. Vos projets doivent avoir un début et une fin. Assez serré. Mais tu sais que lors de l'annonce de tu as assisté à la conférence de presse. J'avais personnellement posé la question à Mme Joly sur c'est quoi le processus concrètement? Qu'est-ce qu'on fait pour soumettre un projet? Je dois t'avouer que j'étais un peu surpris de voir que Madame ne pouvait pas donner des précisions là-dessus. Elle m'a juste dit il faut suivre nos annonces il faut nous suivre sur Facebook. Il faut aller sur notre site Internet. Sur le site Internet, oui, effectivement, moi j'ai trouvé ces informations sur le site Internet. Le formulaire n'est pas disponible encore. Sur le site Internet, c'était annoncé que ça devait être disponible depuis le 6 juillet, mais ce n'est pas le cas. C'est pas le cas, il y a encore du retard.
mais ça viendra, hein, sûrement. Et toutes ces informations se retrouvent sur le site Internet, hein, sur qui peut appliquer, comment appliquer. Et apparemment, il faut vraiment prendre contact directement, soit par courriel ou par téléphone, avec le ministère ou des bureaux régionaux de patrimoine canadien. Il y a un bureau à Montréal d'ailleurs, où vous pouvez appeler au téléphone pour vérifier l'admissibilité de votre organisme ou pas. Et il y a quelqu'un apparemment qui peut même vous appeler dans la journée pour discuter avec vous de tout ça et vous expliquer est-ce que votre organisme risque d'être admissible ou pas. Ou pas, oui. Ouais. Et ça, c'est des informations importantes qu'il à faut maîtriser connaître, absolument. à maîtriser, ouais. Si on va soumettre un projet et on ignore totalement la possibilité que ça soit reçu ou pas à cause de la vous allez travailler pour rien. C'est sûr. Et ça, on ne peut pas se le permettre. Vous allez travailler pour rien. Autre nouvelle, c'est ce projet pilote qui est mis en œuvre par la ville de Victoriaville, ici au Québec, et en collaboration avec le ministère québécois de l'immigration, de la diversité et de l'inclusion, afin de favoriser la venue de jeunes personnes immigrantes dans la région de Victoriaville et de soutenir leur intégration. Le projet vise à tester une nouvelle façon d'accompagner les municipalités dans l'identification de leurs priorités d'action afin de renforcer leur caractère accueillant et inclusif. C'est ce que dit le ministère québécois de l'immigration. Et ça vise des jeunes immigrants nouvellement arrivés au Québec qui auront l'occasion de réaliser des stages professionnels ou des projets d'une durée de 12 semaines à Victoriaville. Voilà. Et devant la croissance économique la plus forte des 15 dernières années et un faible taux de chômage historique selon le ministère, et considérant que plus de 1,3 million d'emplois seront à pourvoir d'ici 10 ans au Québec, l'immigration est l'une des solutions pour assurer le développement de nos régions et de soutenir le développement économique de nos entreprises. C'est ce que rappelle David Hurtel, le ministre québécois de l'immigration, qui a souligné justement un article, l'aspect d'un article publié par l'Institut de statistique du Québec la semaine dernière, vous vous souvenez, à l'effet que depuis 2006, les personnes immigrantes ont comblé plus de la moitié de la création nette d'emplois ici au Québec. Ouais. Voilà. Ben, on va marquer une coup de pause, Jean-Noël. Tout à fait. Et puis on revient tout de avec suite François. après avec François pour d'autres informations. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmétique multi-ethnique à baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté, c'est aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement 4,25 $. Cosmétique multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmétique multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmétique multi-ethnique 42,90 et Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone 514 89 5429. J'adore Cosmétique multi-ethnique. La beauté à petit prix, ça marche. Voilà, on retrouve François finalement. Bonjour François. Bonjour Jean-Numa, bonjour Jean-Étienne, bonjour à tout le monde. Comment allez-vous? Bonjour François, on est très bien. Il fait soleil là. Mais oui, même s'il ne fait pas soleil dans la nature, mais dans le cœur, il fait soleil. C'est le poète ce matin. Ouais. Ah, non, c'est sûr. On ignorait ton talent de poète, François. Ah, mais au fur et à mesure, on va le découvrir. Bienvenue. Qu'est-ce que tu nous apportes ce matin, François? Oui, alors aujourd'hui, c'est un bulletin spécial Toronto. OK. Alors, je vais vous parler de Victoriaville. Mhm. Et puis, moi, je fais le saut pour Toronto. OK. Alors, dans ce premier temps, c'est que le ministre de l'Immigration n'a pas aimé du tout la réaction du Premier ministre Doug Ford, qui a traité les immigrants, les demandeurs d'asile d'illégaux. OK. Alors, il a contesté le vocabulaire utilisé par le nouveau gouvernement conservateur
pour décrire les migrants qui revendiquent le statut de réfugiés. Alors, il dit que ce sont des illégaux. Pas seulement ceux qui ont traversé la frontière, mais tous ceux qui sont ici. Alors, le ministre de l'Immigration a dit que M. Dougford ne comprend absolument rien dans la loi sur l'immigration. Le statut de demandeur d'asile, bien, la demande d'asile est une demande légale qui est prévue par la loi sur l'immigration et c'est prévu par la Convention. Alors, quand quelqu'un fait une demande d'asile, il n'est pas illégal. Et le ministre de l'Immigration a tenu à rappeler à M. Dougford que lui-même est un réfugié de la Somalie. Il est venu parce qu'il a fui le régime à l'époque. Et aujourd'hui, il occupe le poste de ministre de l'Immigration. Il ne peut pas accepter que Dougford traite les demandeurs d'asile d'illégaux. Ça démontre aussi comment les gens de la droite, comment ils conçoivent les demandeurs d'asile. Alors que souvent, ce qu'on ne dit pas, c'est que c'est les politiques qu'on applique à l'étranger qui déterminent ou bien qui forcent les gens à venir. Ouais. Donc, je disais dernièrement, si vous semez l'exploitation dans les pays du tiers-monde, c'est sûr que vous allez récolter l'immigration. Ouais, c'est clair. Quand les gens n'ont rien, absolument rien, alors ils doivent quitter parce que là, c'est pas normal. Là, c'était important qu'on précise au Premier ministre que c'est ces réalités-là, en fait. Oui, alors, Dougford a montré ça. Dougford, c'est un petit Donald Trump. Oui, c'est clair. Ça... Donald Trump en herbe. C'est clair. La première chose qu'il a faite, il a éliminé le ministère de l'Immigration en Ontario. Et puis, il a traité ça comme un sujet, comme une sorte de un service qu'on donne. Et c'est vraiment... C'est pas important. Et venant de quelqu'un qui vient de la Somalie comme immigrant, on ne comprend pas trop, en fait. Comme un immigrant, on attendait à ce qu'il puisse comprendre... Non. Lui, il comprend, le ministre de l'Immigration. Celui qui vient de la Somalie, M. Hussein. Oui. Donc, Ford, c'est pas un immigrant. Ben, c'est ce que j'ai cru comprendre, non? Alors, c'est un débat pour savoir quand finalement on cesse d'être immigrant. Parce que souvent, même lorsqu'on devient citoyen canadien, on a tendance à penser que c'est si on est noir, si on est d'une minorité visible, on est toujours immigrant. Là. C'est une question, c'est un débat qui est lancé. Mais on n'est pas là ce matin. Okay. Alors, pour la précision, Jean-Étienne, c'est que c'est le ministre de l'Immigration qui dit à Dougford qu'il est de la Somalie, qu'il a été un demandeur d'asile. Il a gravi tous les échelons pour devenir ministre de l'Immigration. J'ai bien compris. Ok, oui. En même temps, Justin Trudeau a promis à Toronto d'apporter de l'aide parce qu'on sait qu'il y a eu une augmentation des demandes d'asile. Et on sait que les écoles vont reprendre, les écoles en Ontario reprennent avant les écoles au Québec. Alors, on sait qu'il y a une pression pour les centres scolaires qui ont accueilli les demandeurs d'asile. Alors, là maintenant, Justin Trudeau dit qu'il va faire tous les efforts nécessaires pour pouvoir donner plus de moyens à la ville en vue d'accueillir des demandeurs d'asile, parce qu'on se rappelle, la semaine dernière, on a dit il y a l'école Centennial qui accueille 96 familles dans 54 salles d'école. 96 familles. Il y a des familles qui ont 3-4 personnes. Alors là, on a 96 personnes, 96 familles, et le 4 août, j'en ai doivent quitter. Jusqu'à présent, on ne sait pas ce qui va arriver pour ces gens-là. Alors, je sais tout le dit qu'il va faire tout ce qui est à son pouvoir pour aider ces gens-là. Ouais, alors, dernière nouvelle sur Toronto, ça on l'apprend, les Chinois commencent à montrer peu d'intérêt pour Toronto et Vancouver. Ah oui, pourquoi? Alors, on sait que généralement, les Chinois aiment Toronto, aiment Vancouver. Alors, les Chinois ont manifesté peu d'intérêt parce qu'on accuse les Chinois d'être à l'origine de la hausse sur les logements. Okay. De plus en plus de personnes pensent que si les logements à Toronto et à Vancouver coûtent autant, c'est parce que les Chinois sont présents et puis ils achètent beaucoup
ils ont beaucoup d'argent et ils ne négocient pas. On a l'impression que ce qui les intéresse, c'est d'avoir des logements ou d'accumuler des logements. Alors, dernièrement, on a imposé une taxe de 15% dans la région ontarienne du Golden Coast Show. Et ça va de la région de Niagara à Peterborough. Pour tous les gens qui sont des acheteurs, qui ne sont pas des citoyens, on impose une taxe de 15%. C'était un clin d'œil aux Chinois. Alors, de plus en plus, les Chinois trouvent que ça, c'est une injustice. Mais il y a énormément de Chinois qui sont citoyens quand même, non? De plus en plus de Chinois viennent et achètent. Comme ça? Et achètent. Mais oui, un étranger peut acheter une maison ici, quelle que soit la nationalité. On peut acheter une maison dès qu'on est en mesure de donner 20% sur la valeur. Oui, comme mise de fonds. Oui, on peut acheter une maison. Alors, ils ont beaucoup d'argent et ils veulent mettre leur base un peu partout. Ils achètent. Ouais. Ils n'achètent pas seulement des maisons, ils achètent aussi des portions de terre. Même au Québec, ils achètent de grandes surfaces pour cultiver. Alors, partout, ils achètent. Alors là, ils montrent peu d'intérêt. Alors, on dit que est-ce qu'ils vont venir à Montréal? On ne sait pas. Où est-ce qu'ils vont se positionner? Jusqu'à présent, on ne sait pas. On dit plus de la moitié des Chinois qui sont achetés de l'immobilier au Canada étaient motivés à investir pour leur propre usage. Il y a 26% c'était à des fins d'investissement, mais de plus en plus, ils ne sont plus intéressés à Vancouver et à Toronto parce que on a profité de leur présence pour imposer une taxe de 15% sur les nouveaux achats. Voilà. Ben, merci beaucoup. C'était la dernière information que tu voulais partager avec nous. Oui. C'était un spécial Toronto, je voulais faire. Ben c'est bien ça, oui. Ben, merci beaucoup, François Jean-Denis. Je rappelle que François dirige la ferme Vision Max Service depuis une quinzaine d'années. Vous pouvez voir ses coordonnées à l'écran sur Facebook. Bonne journée, François. Il fait soleil, hein? Bonne journée, oui. On va profiter du soleil. Voilà. Le 12e festival Haïti en folie vous invite au défilé Rara Haïti en folie dans les rues de Montréal avec les groupes Rara Soleil et Rara Jazz ce samedi 28 dès 16h. Départ du parc des Compagnons, rue Montréal, les quartiers. Aïe aïe aïe, Rara dans Montréal, vinac drapeau nous, costume nous. Samedi 28 juillet, depuis 4h. Une initiative de Fondation Fabienne Poula. Info haïtienfolie.com. Les meilleurs produits pour la beauté de la peau se trouvent à Essence de Beauté. Aux quatre coins du monde, les produits Essence de Beauté vous rendront inévitablement splendide. Pour les acnés, peau sensible, peau sèche, peau grasse, Essence de Beauté. Avec les produits nettoyants, hydratants, revitalisants de Essence de Beauté, une visite s'impose aujourd'hui même au Petit Royaume de la Beauté, 7234 rue Saint-Hubert, au coin de Jean Talon à Montréal, ou encore composez le 514 273 56 66, New York, au 182 17 Jamaïca Avenue, 718 454 14 36. Vous dormez mal la nuit? Votre matelas vous donne des maux de dos? Eh bien, la Maison du Matelas Confort Plus a le somnifère pour vous. En plus des matelas confortables, vous trouverez chez Confort Plus tous les électroménagers à des prix d'entrepôt. 3 adresses pour vous servir. 5600 Henri Bourassa Est, local 34, téléphone 514 315 46 48 au 6425 Boulevard Léger à Montréal-Nord, téléphone 514 321 53 98 et au 2940 rue Remembérance à La Chine, téléphone 514 658 93. Votre confort est à la Maison du Matelas.
ou à le faire affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle, ou à venir plaindre, on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli, ou même qui te voulait ça, m'te parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, T. George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié, Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, Haïti. Téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82. Montréal 438 876 93 98. Ok. On a quelques soucis avec Facebook, mais bon, on verra ça un peu plus tard. C'est le magazine Nos Nouvelles, apporté par Intexto, sur les ondes de Radio Centre-Ville, le 102.3 FM, ici à Montréal. Ce sont les nouvelles d'Haïti maintenant. Jacques-Guy Lafontaine était en situation d'interpellation continue, n'est-ce pas? Juste quelques jours avant que tout s'est... Et les événements du week-end dernier sont venus aggraver son cas. Ce qui fait que les parlementaires, notamment la Chambre des députés, le bloc minoritaire, est plutôt pressé d'en finir avec Jacques-Guy Lafontaine, qui est lâché d'ailleurs par tous les secteurs. On verra ça un peu plus tard. Mais déjà, le bloc minoritaire joue fort pour que la présidence de la Chambre des députés convoque Jacques-Guy Lafontaine pour cette semaine. Il y avait une information à l'effet que ça devrait arriver le 14 juillet prochain, mais Deus Deonet, qui est un député du bloc minoritaire, ne confirme pas, mais n'infirme pas non plus. Il évoque une fourchette de date, en fait. Oui, on va l'écouter. Il va nous apporter vraiment des précisions par rapport à cette affaire-là. Voilà. Mais nous sortis de la réunion, c'est vrai, nous décidé pour nous reprendre ces interpellations, malgré tout le problème que gagné. C'est décidé, nous arrêter pour nous reprendre ces interpellations pendant ce maintenant. Gagner des jours qui sous tapis, il faut qu'on arrête à une date définitive. Mais ce sera jeudi ou vendredi. Donc, député, est-ce qu'on dit nous là que pour qu'on ait une date qui est fixée? Parce que là, nous recevons au niveau de métropole, on note de dernière minute qui fait état de 14 juillet pour la tenue de la séance d'interpellation du Premier ministre. Non, malheureusement, cette date n'est pas arrêtée puisque
nous en réunion ensemble avec le président de la Chambre, c'est vrai, nous on peut parler tout bloc yo qui dans la Chambre sur la configuration politique des chambres députés. Et maintenant là, on attend le bureau de la Chambre des députés pour la fixation. On donne un jour, mais on attend pour la fixation d'un jour définitif. Mais ce ne sera pas, ce jour samedi n'est pas tenu, les parquins B, c'est rumeur. Mais ce qui est important, c'est que la date de la reprise de l'interpellation est certaine, c'est arrêté. Mais là, on est en train de discuter avec les autres acteurs, dont les autres blocs, qui sont majoritaires sans minoritaires, pour voir si on peut réaliser cette séance spéciale ce jeudi. Et comme on le disait, j'en ai marre, beaucoup de voix s'élèvent pour demander la démission du Premier ministre ou sa convocation. Et parmi eux, on parle de quand même Jerry Tardieu qui pense que le Premier ministre devait démissionner. Oui, Jerry Tardieu, député de Pétionville, qui, comme homme d'affaires au niveau de l'hôtel Oasis, a subi des pertes énormes également. Mais il est député de Pétionville, il fait partie du bloc minoritaire. Eh ben, il a été parmi les premiers à appeler le Premier ministre à démissionner, et voici pourquoi, on va l'écouter. Communiquer en politique et gérer, c'est aussi maîtriser sa communication pour ne pas donner des mauvaises impressions. Et c'est problème gouvernement ça, et c'est problème Premier ministre ça. C'est pour ça que je me dis que son gouvernement piqué devant. Pour qui ça? Parce que même leur intention en bon, dans gens yo vendent, dans gens yo promouvoir et dans gens yo exécuter là, yo perdent confiance dans nous-mêmes citoyens yo. En nous prenant fort dans gens à fonctionner, par exemple, sous question l'armée, yo veut font l'armée, yo veut rétablir l'armée, dans la constitution il y a monde qui d'accord. Pas de problème, il y a monde qui estime son bonne idée. Mais là on prend 300 400 monde ou vous entrer négocier ou ba aux amours pas aux formations ou pas d'une sous qui l'armée côté pour aller l'en connaît ça l'armée fait pays d'Haïti, l'en connaît police nationale manquer toute bagaille. Yo font piquer devant et obligé camper. Même bagaille pour tout l'autre ça gouvernement a fait là dans la diplomatie nous ils ont évoqué 150 personnes mais dans le cadre de quelle politique étrangère, dans le cadre de quelle stratégie diplomatique, quels sont les tenants et les aboutissants de telles décisions. Tout ça aussi piqué devant nous pas connaît scandale qui scolaire, corruption, ils ont annoncé nous en grande pompe qu'ils vont faire enquête que les coupables seront punis, ça fait plus d'un an. Ils ont piqué devant par nos messages, rien n'a été fait. Nous estimons que ça passe le 7 et le 8 juillet, c'est une note négative additionnelle, non bilan déjà sombre d'un Premier ministre et d'un gouvernement qui faillit à mission. Et ça fait que moi, le Premier ministre, pour le démissionner, d'abord que par décence et par déontologie politique, il faut le comprendre aujourd'hui qu'il perd du confiance population. Il n'est pas le seul à proposer à Jacques Guy-Lafontaine de démissionner, et Clarence Renoir en fait partie. Oui, Clarence Renoir du parti Unir, connu pour sa modération notamment, appelle le Premier ministre à démissionner et il appelle à la formation d'un gouvernement d'union nationale ou un gouvernement d'ouverture, appelez ça comme vous voulez. Tout le monde semble aller vers cette direction-là, cette tendance. D'avoir un autre Premier ministre, mais ouvrir le cabinet ministériel à d'autres partis, d'autres formations. Et surtout, Clarence Renoir insiste sur le fait qu'on devrait protéger le mandat présidentiel. Je crois que tout le monde s'en est rendu compte. Et les voix sont multiples à demander le départ. Vous avez bien dit, Lieutenant Garot, c'est un Premier ministre effacé. Il n'a jamais existé, ce Premier ministre. Donc, le secteur privé a demandé son départ. Des organisations de la société civile ont demandé son départ, des organisations politiques aussi. Je pense que c'est la moindre des choses. Quand il y a des responsabilités, il faut qu'il y ait des sanctions. Il y avait un gouvernement, qu'il soit effacé ou pas, en tout cas présent, des gens qui utilisent les biens de l'État, des gens qui sont payés grassement par la population, par nous tous. Ils n'ont pas fait leur travail par rapport à ce qui s'est passé. Il faut qu'il y ait des sanctions. Les sanctions, protéger le président de la République, former un nouveau gouvernement. Et qu'est-ce que nous disons nous-mêmes? Il faut remplacer au plus vite possible ce gouvernement par un gouvernement de consensus qui est capable de rétablir la confiance, mais surtout avec des personnalités qui peuvent inspirer confiance à toutes, à tous et à toutes. Une affaire de confiance qui se fait rare de plus en plus au niveau de
Absolument. Et le bloc minoritaire qui est le premier à demander le départ de Jacques Guy Lafontaine et qui cherche son départ depuis cette histoire d'interpellation, eh bien, dans toutes les discussions qui ont lieu actuellement, eh bien, il y a le bloc minoritaire qui dit non, on ne veut pas faire partie du gouvernement, mais du moins, on veut faire partie de la discussion pour le changement de gouvernement. Et actuellement, écoutons à ce sujet Abel Descollines. Nous revendiquons participation nous, dans la discussion, nous pas dit participation dans un gouvernement, puisqu'il s'agit pour que le pays gagne de nouvelles directives. Et pour nouvelles directives, ça y est, il faut gagner de nouvelles politiques qui prennent en compte les localités, les circonscriptions électorales, les départements. Nous connaissons une attitude, et toujours une attitude qui négligeait un ensemble de espaces géographiques non payants, parce que c'est le népotisme d'État qui caractérisait le pouvoir qu'il a, Premier ministre qu'il a. Donc, nous autres, nous disons, et la presse capable de témoigner, depuis des mois, nous-mêmes, sur le devant de la scène, à revendiquer de bagailles que la population lui-même l'est toujours à demander. Donc, nous autres, au niveau de groupe 16, là, nous, c'est courant de transmission de population. Donc, nous étions collés et attachés avec motion d'interpellation, mais il revient au président de la République, il revient au Premier ministre pour que les tirer les conséquences. C'est le seul pays au monde, côté après une telle catastrophe fin passée, où il y a l'impression c'est forcé pour y forcer la main avec un Premier ministre, avec un gouvernement pour le démissionner, alors que l'État doué en simple formalité. Voilà, hein, depuis hier, Jean-Étienne, Jovenel Moïse fait défiler toutes sortes de monde au Palais national, que ce soit les gros entrepreneurs, les petits, ceux qui sont dans l'informel, tout le monde a perdu, les partis politiques, le corps groupe, donc on parle de la diplomatie, là, hein, des ambassadeurs qui défilent. Il y avait, dans un premier temps, les trois pouvoirs de l'État, lui-même, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et le Parlement. Ça a duré 20 minutes, rien n'a filtré de cette réunion. Et on ne sait pas trop quelle décision a été prise. Même ce matin, l'un des porte-parole de la présidence, Lucien Jurat, qui a parlé ce matin à Vision 2000, n'a pas fait trop état de mesures ou de décisions concrètes qui auraient été adoptées entre tout le monde. Mais c'est clair qu'apparemment, la démission, le départ de Jacques Guy Lafontaine est sur la table et est en discussion. Et est-ce qu'on a la possibilité d'écouter Lucien Jurat? Sinon, on passe... Oui, on va l'écouter. Lucien Jurat qui répondait ce matin à Marie-Lucie Bonhomme. Voilà. On tête collée, même si le gouvernement a une responsabilité lui-même pour le bail le ton pour dire dans quelle direction de aller, et bien le chef de l'État a pensé que c'était de bon ton que le rencontrer avec une série de secteurs dans la vie nationale là, pour capable de voir comment nous sommes capables de retourner le plus rapidement possible sur la stabilité socio-économique et politique là, pour nous capables de corriger ça là, faire en sorte que le développement et changement en conditions de la vie chaque haïtien les reprennent rail. C'est ça qui expliquait que tout d'abord il était rencontré avec l'autre représentant trois pouvoirs qui tendait pour lui connaître point de vue et qui ça eux-mêmes pensé qui va meilleure piste de solution dans ça nous y est là journée aujourd'hui parce que l'exécutif là c'est vrai que lui-même il fait inventaire pas lui-même il fait évaluation pas lui-même il gagne bon genre ouais bagaille mais il carrément que il y a une convergence de vues en ce sens et c'est ça qui va l'expliquer que hier chef l'État a rencontré fort logiquement le plus logiquement du monde avec un entrepreneur qui est victime dans journée 6 aspects tout le monde dans le secteur formel qui a un gros business qui boule, qui crase, ça aussi ça nous voyons, ça la presse plus parler, mais il y a une série d'entrepreneurs tout, de ça les petits entrepreneurs dans le secteur informel, monde qui a très tôt, bac machin, et c'est pas monde qui a gros installation, gros business au capable,
eux-mêmes, c'est à travers le business, si moun yo manger à l'école, qu'à payer, toute bagaille faite. Voilà, Lucien Jura qui intervenait, qui confirmait qu'effectivement le chef de l'État a rencontré que ce soit les gros bonnets, mais aussi les petits marchands, parce que tout le monde a perdu au passage de cette foule furieuse vendredi, samedi dernier, le week-end écoulé en fait. À Port-au-Prince, la vie recommence timidement. Hier, c'était là une grande affluence dans les supermarchés à Port-au-Prince. Oui, il y a eu d'abord le transport en commun qui reprenait timidement depuis lundi. Hier, mardi, il y a eu un peu plus d'autobus et de camionnettes dans les rues, mais les banques, les supermarchés qui n'ont pas été vandalisés, les rares qui n'ont pas été vandalisés, baissaient les rideaux encore mardi. Lundi. Hier, certains supermarchés ont levé rideau et ont commencé à opérer, en fait. Et il y a eu vraiment du monde, bousculade, pour aller justement s'approvisionner parce que les Haïtiens ont peur d'une réédition de ce qui s'est passé le week-end écoulé et qu'il en vienne à manquer des denrées, de la nourriture, de l'eau pour les enfants et tout ça. Écoutons Lovely Stanley Numa. C'était une grande affluence au niveau de tous les supermarchés qui ont pu rouvrir leurs portes ce mardi, quelques jours après les scènes de violence survenues au niveau de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Dans tous ces supermarchés, la rédaction de Radio Vision 2000 a constaté de longues files de gens tentant difficilement de s'approvisionner, que ce soit au centre-ville, à Delma et à Pétionville. Certains d'entre eux n'ont pas caché leurs inquiétudes. Mais habituellement, quand on vient dans la maquette, on voit que tout le monde là. Pas forcément tout le monde ça. Il y a peut-être celle qui couvre dans de toute façon, ce moment 3 petites, moi, tout bagage censé fini. Apparemment, on a des rumeurs. Donc, comme moi, je suis obligé d'acheter quelques bails là. Nous sommes pour une gueule, bon, je ne peux pas ouvrir, obligé de venir jusque là, je m'achète des bails. En même temps, si je me dis moi, je vais acheter plus encore, parce que je ne vais pas ça, je pense que ça. La plupart des responsables de ces supermarchés n'ont pas souhaité s'exprimer sur la situation actuelle du pays. Mais l'un d'entre eux nous a fait part de sa compréhension des derniers événements en Haïti. Pas d'aucune inquiétude. Voilà. C'est le compte-rendu de Lovely Stanley Numa de Radio Vision 2000. Mais maintenant... Quel chiffre mettre sur croix par rapport à tout ça? Tu te souviens que Joseph Lambert parlait d'un milliard de dollars. C'était son évaluation. Où est-ce qu'il a trouvé ça? On ne le sait pas. Mais il y a 2 économistes qui ont analysé un petit peu la situation. Il n'y a pas d'évaluation encore, mais qui prévoient des conséquences énormes pour l'économie en Haïti. Il s'agit de Edzer Emile, qui est économiste, et Eddy Labossière, docteur en économie. L'économie va en payer les conséquences. Le gars des quantités d'entreprises qui crasent, qui peuvent affecter non seulement le chiffre d'affaires, taxes que va payer à l'État, le nombre d'emplois qui te gagnent dans l'économie, et il peut affecter la disponibilité de produits, pour avoir un bon impact sur les prix aussi. Situation en de morose, mon cher Kounia, vraiment, l'économie n'a pas en mesure d'aider la population à vraiment souffre en termes de consommation de biens faibles. L'enfant d'année, si on était proche de croissance de 1%, 2%, mais on pas même 1%, on a une croissance négative, ça va là, puis c'est clair, on va gagner éventuellement une révision à la baisse croissance là, mais aussi qui peut affecter les investissements futurs. Ça qui vont aujourd'hui là, on l'autre pas réfléchir 20 fois avant que le fonds boutique même genre. Encore pire pour l'investissement étranger qui a affecté ce qu'on appelle l'image pays pour que les compenser ça que les tapral gain là que la perdu. C'est pas seulement pétrole qui gagne, on perd une bonne cob sur frontière chaque année, bonne cob dans monde qui pas payer DGI ça pour le taper. C'est la réforme en réduisant la contrebande le long de la frontière et en éliminant subvention, exonération fiscale d'impôts, éliminer Baïsaïen. On bon monde qui gagne exonération fiscale, le pas mérité. Le 12e festival Haïti en folie vous invite au défilé Rara Haïti en folie dans les rues de Montréal avec les groupes Rara Soleil et Rara Jazz ce samedi 28 dès 16h.
départ du parc des Compagnons, Roué Montréal, les quartiers. Aïe, 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 Rara dans Montréal, vinac drapeau nous, costume nous. Samedi 28 juillet, depuis 4 heures, une initiative de Fondation Fabienne Poula. Info, haïtienfolie.com. S'il vous plaît, prenez note. Pour Longueuil et environ, la Unitransfert informe son aimable clientèle que ses services sont disponibles chez les agents autorisés suivants. Buanderie Magie au 5486 rue Orchard, coin Grande Allée, et Coiffure Élégance Plus au 575 boulevard Sainte-Foy, coin Notre-Dame. Unitransfert chaque jour, plus proche de vous. Un choix sûr pour vos transferts d'argent et de minutes vers Haïti. Info 514 852 86 48. Fondation Fabienne Cola vous invite au 12e festival Haïti en folie du 25 au 29 juillet avec Dany Laferrière, gastronomie, artisanat, spectacle gratuit d'Emeline Michel, Bitova et Emmanuel Oba, Fabrice Fouzier, Wesley, défilé Rara, rap créole et plus de 100 artistes. Haïti comme vous ne l'avez encore jamais vu du 25 au 29 juillet au quartier des spectacles, Parc La Fontaine et la Grande Bibliothèque. Info haïtienfolie.com. Supporté par Vente TD, Patrimoine canadien, Centre des viandes FK Senza, Magnus Poirier, Ville de Montréal et Rombard Moncourt. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmética, multi-ethnique à baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté cite aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement 4,25 $. Cosmética multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmética multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmética multi-ethnique 42,90 et Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone 514 89 5429. J'adore Cosmétique multi-ethnique. La beauté à petit prix, ça marche. Les meilleurs produits pour la beauté de la peau se trouvent à Essence de Beauté. Aux quatre coins du monde, les produits Essence de Beauté vous rendront inévitablement splendide. Pour les acnés, peau sensible, peau sèche, peau grasse, Essence de Beauté. Avec les produits nettoyants, hydratants, revitalisants de Essence de Beauté, une visite s'impose aujourd'hui même au Petit Royaume de la Beauté, 7234 rue Saint-Hubert, au coin de Jean Talon à Montréal, ou encore composez le 514 273 56 66, New York, au 182 17 Jamaïca Avenue, 718 454 1436. Vous dormez mal la nuit? Votre matelas vous donne des maux de dos? Eh bien, la Maison du Matelas Confort Plus a le somnifère pour vous. En plus des matelas confortables, vous trouverez chez Confort Plus tous les électroménagers à des prix d'entrepôt. 3 adresses pour vous servir. 5600 Henri Bourassa Est, local 34, téléphone 514 315 46 48 au 6425 Boulevard Léger à Montréal-Nord, téléphone 514 321 53 98 et au 2940 rue Remembérance à La Chine, téléphone 514 658 93. Votre confort est à la Maison du Matelas. Ou al faire affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire était mal rempli ou même qui te voulait ça me te parler. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, Haïti. Téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82. Montréal 438 876 93 98. Voilà, 7h55
51 minutes ou 52? 51 minutes. 102.3 FM, Radio Centre-Ville. Nos nouvelles apportées par Intexto, intexto.ca. Et ce sont les commentaires pour l'instant, Jean-Étienne. Toi, à la place de M. Lafontaine, tu démissionnerais de toi-même ou tu attendrais que le Parlement te montre la sortie? Je démissionnerais de moi-même. Pourquoi? Parce que pour plusieurs raisons. La première, c'est que... Parce que tu as trop d'honneur? Non, dans des contextes comme ça, tu ne peux pas sortir... c'est trop tard vraiment de sortir grand dans cette affaire-là. Ouais. Ça, c'est la première chose. Il faut admettre que quand on n'arrive pas à délivrer la marchandise, comme on dit, il faut vraiment plier ses quelques partir. La deuxième chose qui ne joue pas vraiment en faveur de M. Lafontaine, c'est l'opinion publique. Même si les députés, les sénateurs trouveraient une formule de garder M. Lafontaine, ils seront en face du peuple haïtien, actuellement. Et je suis certain que les députés ne se voient pas être en train d'affronter ce peuple assez agité ces derniers temps-là. Imagine, ça va vraiment détruire la perception. Il n'a même pas fait une simulacre de tentative de démission, comme à la Guy Delva, je veux dire. Parce que hier, ce qu'a fait Guy Delva, là, où on n'en a pas parlé dans les nouvelles, mais dans les commentaires, on réservait ça. Ce qu'il a fait, c'est qu'il annonçait que sa lettre de démission était déjà écrite et qu'il allait la présenter sur Twitter. Et ça a été repris dans les réseaux sociaux, un peu partout, que Guy Delva avait l'intention de démissionner. Il l'a dit, qu'il allait présenter sa lettre de démission. En tout cas, quelques heures plus tard, il revient sur Twitter pour dire « Ah, le président m'a appelé ». Non, je pense que c'est pas sérieux, dans le sens où tu fais pas ça comme ça. Parce que, qu'est-ce qu'il y a, c'est que... Il aurait pu faire la même chose. Bon. Non. En tout cas, moi, je n'ai pas trop bien compris ce que Guy Delva voulait faire. Est-ce qu'il voulait... Non, il voulait tester. Il voulait tester l'opinion publique par rapport à... Mais c'est pas des choses que tu fais comme ça. Quand tu as des convictions et des choses, et tu as un homme politique... en plus, tu es dans la communication, tu ne fais pas des choses comme ça. Je vais te dire pourquoi il a fait ça. C'est pour que demain matin, quand il va intervenir et qu'on va lui dire, écoutez, le président vous a démasqué, vous a carrément désapprouvé, là, en disant qu'il y avait des problèmes de communication avec ça. Il a un argument pour dire, écoutez, moi, je voulais démissionner, c'est le président qui a voulu me garder. C'est quel argument? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? C'est ça son... On joue tout, là, on joue tout. Non. Non, vraiment, pour lui, c'est sérieux, là. C'est pas sérieux du tout. Ah, mais pour lui, c'est sérieux. Non, vraiment, si on revient sur justement, je pense que M. Lafontaine a vraiment, s'il ne démissionne pas, il a vraiment peu de chances de rester à la tête de ce gouvernement quand la séance d'interpellation va se faire. Là, on ne parle plus d'une question de conviction, etc. On sait qu'il y a des problèmes là-dessus, mais dans le contexte, n'est vraiment pas favorable à lui. La perception des gens, c'est qu'il n'a pas délivré la marchandise, et c'est pas seulement un simple citoyen qui le voit de cette façon, c'est aussi des politiques comme Clarence Renoir, etc. Je ne vois pas comment M. Lafontaine allait pouvoir passer cette séance tranquillement s'il n'a pas démissionné avant que la séance eut lieu. Donc, à mon sens, il a vraiment très peu de chances pour rester encore au pouvoir, même si la politique haïtienne est très, très différente. On ne peut pas toujours analyser les choses correctement sur la base des convictions des gens, des lignes des partis politiques, etc. Ouais. Non, mais là, au moins... je ne pense pas qu'il a beaucoup de chance. Écoutez, moi, j'ai pas compris, je comprends pas son silence et son effacement un petit peu, à part le fait qu'il a montré sur Twitter qu'il était en train de gérer une cellule de crise par rapport à un cyclone qui menaçait de frapper Haïti. Il était tout souriant. Monsieur il ne s'est pas excusé, il ne s'est pas expliqué par rapport à la population, rien du tout. Mais monsieur Lafontaine n'a jamais été présent nulle part. Pas une déclaration. Avant qu'il devienne Premier ministre, pas une déclaration dans la presse. On se demande même s'il écoutait les journaux, je suis désolé. Mais même dans sa gouvernance, il n'a jamais été quelqu'un qui... tu te rappelles, la dernière fois, il a fait une déclaration du genre, écoutez, on demande à la police de collaborer, la population de collaborer pour trouver les bandits. Mais on sait où se trouvent quand même les bandits. Ouais. C'est pas quelqu'un qui était si présent. Ou quand il disait, Dieu merci,
il n'y a pas 15-20 personnes qui sont mortes, mais il y en avait 2 déjà qui étaient mortes. Il est comme 2 ça. personnes. Donc, mais la mort de tout homme, comme j'avais dit la mort hier, d'un homme, c'est la mort de tout homme. Oui. Ne serait-ce qu'une personne tuée, c'est une personne de trop. Politiquement, tu ne peux pas dire ça. Mais Jean-Humain, tu sais, j'ai toujours la conviction que le changement du gouvernement ne va pas... C'est pas ça qui va solutionner les crises qu'on a, les problèmes de chômage, de corruption et tout. C'est tout un système qu'on doit faire, qu'on doit changer. Ça prend une révolution alors? Définitivement. Cependant, je ne pense pas que M. Lafontaine a beaucoup de chances encore de rester à la tête. Quel genre de révolution? La plupart du temps, les révolutions s'accompagnent de violence, mais il y a dans certains endroits des révolutions tranquilles, comme ici au Québec. Quel type de révolution tu préconises, moi, toi? Je ne sais pas si on doit l'appeler une révolution. Ah, tu retires ta parole. Je ne retire pas ma parole. Ah, je ne dis pas que... Je ne sais pas si on doit l'appeler une révolution, comme tu penses que toutes les révolutions doivent s'accompagner de violence ou autre. N'est pas obligé. Moi, je ne pense pas que... Si tu vois la révolution mais de manière générale, ça s'accompagne de violence. Si tu vois la révolution dans ce sens, je ne sais pas si on doit l'appeler la révolution. Mais je sais qu'une seule façon c'est ma conviction, de changer le pays, de changer Haïti, ça passe nécessairement par l'éducation. Et là, je ne te parle pas d'un truc du genre, je viens avec... Là, tu parles dans une vingtaine d'années. Ben oui, définitivement. D'accord. Écoutez, comment les Cubains ont pu résister aux Américains? C'est par l'éducation. OK. Et je ne pense pas que Haïti va nulle part. Et je ne te parle pas de trucs maman chérie, papa doudou qu'on fait là. On parle de plan d'éducation, de développement qui peut-être va s'étaler sur 50, 25 ans. L'éducation, c'est un élément. C'est un élément de la chose. Oui, 58. C'est clair, mais oui. Bon, 58, on doit y aller. Bonne journée, madame. C'est dommage. Peut-être qu'on verra l'autre élément demain. Ouais.